Et donc je disais que lambda f plus mu g évalué en 2, c'est lambda f évalué en 2 plus mu g évalué en 2. On factorise par lambda et par mu, et donc on trouve assez facilement lambda fois f évalué en 1 et f évalué en 2, donc le couple f de 1, f de 2, plus mu g de 1, g de 2. Et donc ça, c'est bien lambda fois l'image de f par phi, plus mu fois l'image de g par phi, donc phi est linéaire. Bon, comme je l'ai souvent dit, la linéarité, pas très difficile. On peut aussi prendre un petit peu de recul ici et se dire que d'après le cours, l'application qui a petit f associe f de 1, ou bien celle qui a petit f associe f de 2, ce sont des applications d'évaluation, la première en 1 et la deuxième en 2. Et on sait d'après le cours que l'évaluation est une application linéaire. Ça fait partie des tout premiers exercices, des tout premiers exemples d'application linéaire du cours. Donc l'évaluation est une application linéaire, que ce soit en 1 ou que ce soit en 2. Et donc qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien on compose par l'application qui a deux éléments associés le couple, là f de 1, f de 2. Donc en fait, ici si vous voulez, on peut raisonner aussi pour démontrer la linéarité par composition. Voilà. Dire que la première composante est obtenue grâce à une application linéaire, la deuxième aussi, et donc eh bien phi est une application linéaire. Bon, passons au petit 2. Alors on note A ronde l'ensemble des applications affines, donc de R dans R. Donc les applications affines, c'est celles qui à X associent quelque chose de la forme AX plus B. La question, c'est montrer que grand A est un sous-espace vectoriel de E, donc on va commencer par ça. Donc pour démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de E, d'abord on vérifie qu'il est non vide. Il est non vide, pourquoi? Parce que le vecteur nul de grand A, c'est-à-dire, le vecteur nul de E, c'est-à-dire l'application nulle, c'est bien une application affine. L'application nulle, c'est l'application qui, à n'importe quel réel x, associe 0 fois x plus 0. Donc elle est affine, elle est bien dans grand A. Et ensuite, donc on va démontrer que, pour démontrer que grand A est un sous-espace vectoriel, maintenant qu'il est non vide, on va montrer qu'il est stable par combinaison linéaire. Alors j'ai séparé un petit peu, j'ai démontré qu'il était stable par addition, et puis ensuite stable par multiplication par une constante. Voilà, donc pour l'addition, j'ai pris f et g, deux éléments de grand A, donc deux applications linéaires. Donc j'ai traduit ce que ça signifiait, que f était linéaire, donc ça signifie qu'il existe A et B tel que f de x égale à x plus b. De même pour g, elle est linéaire donc parce qu'elle est dans grand A, donc il existe A' et B' tel que g de x, g associé à x plus b'. Et puis, ah bah non, j'ai pris un lambda, et donc lambda f, c'est l'application qui a x associe lambda fois ax plus b, donc lambda ax plus lambda b. Et donc je dis que celle-ci, elle est bien affine, donc la multiplication par lambda, oui, j'ai bien séparé, c'est ça, la multiplication par lambda nous donne bien une fonction affine, donc lambda f est affine, et puis de même, f plus g, c'est l'application qui a x associe ceci, et cette application là, celle qui a x associe a plus a' x plus b', ça définit bien une application affine, donc f plus g est affine. Lambda f est affine, f plus g est affine, donc grand A est stable par multiplication par un scalaire, et grand A est stable par addition interne, donc grand A est bien un sous-espace vectoriel de grand E. Encore, là aussi, démontrer qu'on a un sous-espace vectoriel, c'est normalement pas difficile, il faut juste faire les choses proprement. Alors par contre, c'est un petit peu plus, la suite est moins évidente, donc démontrer que la restriction de phi à grand A est un isomorphisme. Donc la restriction de phi à grand A, l'application phi, elle est définie tout au début de l'exercice. Alors, ça veut dire que en fait, on ne considère, si on restreint phi à grand A, on ne considère que les applications f affines. Alors, il faut démontrer que c'est un isomorphisme, donc c'est une application linéaire bijective. Ça, on sait déjà que quand on a une application linéaire, c'est le cas de phi, on l'a démontré, la restriction d'une application linéaire est toujours linéaire. Donc phi a est bien sûr toujours linéaire. Et donc ce qu'il faut démontrer, c'est que c'est un isomorphisme. Alors pour démontrer qu'on a un isomorphisme, donc si on la restreint à grand A, c'est que
on n'est plus sur défini sur E, hein, phi restreint grand A est défini sur grand A. Et un isomorphisme entre espaces vectoriels de dimension finie, c'est que nécessairement les deux espaces ont la même dimension. Donc d'abord, je me suis intéressé à m'assurer que la dimension de l'espace sur lequel on définissait la fonction était bien de même dimension que R2, c'est-à-dire est bien de dimension 2. Et donc c'est ce que je dis ici, on va quand même s'assurer qu'on travaille bien sur des espaces de même dimension, sinon ça ne pourrait pas aller. C'est pas nécessaire, mais ça permet quand même d'avancer un petit peu, de mieux comprendre ce qu'on va traiter. Donc la dimension de A, je dis qu'elle est de 2. Pourquoi? Parce que le grand A, donc l'espace des applications affines, s'écrit sous la forme vecte de F1, F2, où F1 et F2 sont des applications affines très simples. La première, celle qui a x associe x, donc l'identité, et puis l'autre, c'est une constante. Et donc je pense que c'est assez simple maintenant de comprendre que n'importe quelle application affine est bien une combinaison linéaire de F1 et de F2. Si à x vous associez AX plus B, eh bien dans ces cas-là, cette association, cette application, c'est A fois F1 plus B fois F2. Donc F1, F2 forment une base assez simple de l'espace des applications affines. Voilà. Donc on a bien, puisqu'il y a deux vecteurs dans la base, on a bien grand A qui est de dimension 2. Donc les espaces, entre guillemets, de départ grand A et d'arrivée R2 ont bien la même dimension. Donc au niveau des dimensions des espaces, on est rassuré. Mais c'est pas pour ça qu'on a un isomorphisme, hein, c'est pas parce que les dimensions des espaces sont de même dimension que l'application linéaire est un isomorphisme. On peut très bien avoir deux espaces de même dimension, mais l'application peut très bien ne pas être injective, ou ce qui revient au même, ne pas être surjective. Donc ce que je dis, c'est que pour maintenant démontrer qu'on a un isomorphisme, il suffit de prouver qu'elle est injective, ou bien il suffit de prouver qu'elle est surjective, puisqu'on avait démontré que quand on travaillait sur des espaces de même dimension, là on vient de le vérifier, et dans ces cas-là, une application linéaire est un isomorphisme, donc est bijective si et seulement si elle est injective, et si et seulement si elle est surjective. Donc on va regarder soit l'injectivité, soit la surjectivité. Et j'ai regardé comme souvent l'injectivité, donc le noyau, c'est un peu plus simple. Alors, donc qu'est-ce que c'est que le noyau de phi restreint à grand A? Eh bien c'est l'ensemble des éléments départ, donc l'ensemble des applications affines, telles que leur image est nulle. Donc telles que f de 1 et f de 2 soient nuls. Alors maintenant, si on prend f une application donc dans le noyau, c'est-à-dire c'est une application affine, et si elle est dans le noyau, on a f de 1 égale f de 2 est égal à 0. Voilà. Et en utilisant l'expression f de x égale ax plus b, en écrivant un petit système, là j'ai même pas écrit de système, j'ai fait ça en ligne, si vous voulez, la question c'est qu'est-ce que c'est que notre application f? Eh bien on va, grâce à f de 1 égale f de 2 égale 0, f de 1 on remplace x par 1, donc ça nous fait a plus b, f de 2 c'est 2 fois a plus b, on résout un petit système, on trouve a, on trouve b, en fait on trouve a égale b égale 0. Donc finalement notre application f, c'est l'application nulle. Donc une application affine qui est dans le noyau, ah pardon Philippe, voilà, une application affine qui est dans le noyau, c'est nécessairement l'application nulle. Donc le noyau de phi restreint à A est restreint, enfin ce noyau est restreint au vecteur nul, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'application nulle qui est dedans. Donc phi restreint à A est donc une application injective. Ah oui, j'ai mis phi là, pardon, c'est une petite erreur ici. C'est phi restreint à A qui est injective. Et donc, comme phi restreint à A est injective, dans ces cas-là, elle est bijective, ça c'est du cours. Et donc, c'est bien un isomorphisme. Voilà. Alors, Noémie, oui. Je comprends pas trop comment montrer ça sur le noyau, ça prouve que phi restreinte à A est injective. Parce que est-ce que là on cherche à montrer l'injectivité par l'unicité des. Enfin, par exemple,
si phi de A égale... Enfin, je vois pas comment en fait on arrive à conclure que phi est injective. D'accord. Je pense que la difficulté que tu as, mais tu n'es peut-être pas la seule, hein, c'est de bien comprendre que l'application phi, c'est une application qui est définie sur un espace de fonctions. Et quand on regarde phi restreint à A, et son noyau en particulier, phi restreint à A, c'est une application qui est définie sur l'espace des fonctions affines. Donc, pour démontrer que le phi restreint à A a un noyau qui est nul, il faut donc démontrer que le seul élément qui est envoyé sur le vecteur nul, c'est l'élément nul. Mais le seul élément, c'est quoi l'élément en question? L'élément est une application affine. Donc, que si, ce qu'on veut démontrer, hein, pour démontrer que le noyau est bien restreint au vecteur nul, il faut démontrer que j'ai réécrit ici, voilà. Oui, Que oui, c'est bon du coup en fait parce que pour démontrer qu'elle est injective, on veut montrer que son noyau est restreint au vecteur nul, c'est c'est ça? ça, voilà. On démontre que Ok, son bah, vecteur. c'était ça en fait Ah que oui, j'avais d'accord, pas ok, compris. ouais, oui. Mais le noyau ici, c'est un ensemble d'applications affines, quoi. C'est ça qui est un petit peu difficile, voilà. Oui, ok, ça c'est bon. Voilà. Merci. Je t'en prie. Voilà. Nos vecteurs, pour le dire autrement, je ne l'ai pas dit, hein, mais puisque grand E est un espace vectoriel, grand A est un sous-espace vectoriel de E, grand E c'est l'espace des fonctions de R dans R, grand A l'espace des fonctions affines, et nos vecteurs ici ce sont des fonctions. Oui, Benjamin? J'ai démontré pareil l'injectivité, mais comment on ferait pour démontrer une surjectivité ici? Euh, Oh, bah, si on démontre la surjectivité, bah, il suffit de prendre petit alpha et petit bêta, par exemple, dans R carré, et démontrer qu'il existe une application f, telle que f de 1 soit égal à alpha et f de 2 soit égal à bêta. Donc, enfin, qu'il existe une application f affine. Donc, pour démontrer qu'il existe une application f affine, la question c'est est-ce qu'il existe un petit a et est-ce qu'il existe un petit b, tel que f de 1 est égal à alpha et f de b est égal à bêta. Pardon, et f de 2 est égal à bêta. Et donc, pour démontrer qu'il existe un tel petit a et un tel petit b, il faut donc être capable d'exprimer petit a et petit b en fonction de alpha et de bêta. Ok. Donc, si on se donne un couple alpha-bêta, pour le dire autrement, un couple alpha-bêta dans R carré, on prouve l'existence d'un petit a et d'un petit b, donc l'existence d'une application f, mais ce petit a et ce petit b, donc petit f, dépendent du couple alpha-bêta qu'on se serait donné dans R carré. D'accord. Ouais, Merci. Théophile? Oui, est-ce que si on montre que l'image de phi de A est égale à R2, on a bien la surjectivité? Oui, tout à fait, oui, oui, bien entendu, oui. Ouais. Parce que en fait on avait on avait A et B, donc on avait f de 1 c'est A plus B, f de 2 c'est 2A plus B, Oui, et comme il varie A et d'accord. B, mais dans R, Dans on a R. les deux. Ah oui, donc tu dis que l'ensemble des couples de la forme AB, 2A plus B, c'est R carré, quoi, c'est ça? Oui, Et donc tu affirmes comme ça. Oui, 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 c'est tout à fait acceptable. Oui, tout à fait. Ouais. d'accord. Merci. D'autres questions ou pas? Ou c'est bon? Non? Allez, c'est bon. Alors, question 3, établir que E est... enfin, plutôt, que A et quart de phi sont supplémentaires dans grand E. Voilà. Donc, non seulement ils sont somme directe, mais ces deux espaces-là, mais ils sont supplémentaires. Alors, évidemment, l'inclusion dans ce sens-ci est évidente. Elle est correcte. Ah oui, alors je crois que là, je m'étais trompé dans le sens sur la fiche. Donc, j'ai fait quelques petites corrections là, hier soir, puis ce matin. Donc, je vous remettrai je vous remettrai cette fiche-là avec quelques petites corrections. Voilà. Bon, c'est des broutilles, hein, mais bon, faut pas que ça vous trouble. Donc, ce sens-là est évident. Alors maintenant, il faut donc démontrer l'autre inclusion, et puis il faut aussi démontrer que la somme est directe. Alors pour la somme est directe, eh bien d'après la question précédente, on sait que phi a un noyau nul si on la restreint à grand A. Phi restreint à A est un noyau nul.
Donc ça veut dire que si on prend un vecteur qui est dans l'intersection des deux espaces, qui est à la fois dans grand A et dans ker de phi, s'il est dans grand A et dans ker de phi, donc c'est une application de R dans R, mais qui est dans grand A, donc c'était une application affine, qui est dans ker de phi. Et quelles sont les applications affines dans ker de phi? Et bien justement, la question précédente a dit, bah, le noyau de phi, c'était, et c'est toujours, le noyau de phi, c'est le vecteur nul. Donc, je sais pas où j'ai écrit, enfin voilà, phi est injective, le noyau de phi, c'est le vecteur nul. Ah oui, non, j'ai pas écrit, c'est peut-être ça qui a troublé Noémie aussi. Donc, puisque le noyau de phi, le noyau de phi restreint à A, c'est le vecteur nul. Donc, puisque le noyau de phi restreint à A, c'est le vecteur nul, alors A intercœur de phi est restreint au vecteur nul. Donc, la somme est bien directe. Ok, donc à droite, on a une somme directe. Les deux espaces qui sont à droite sont bien des sous-espaces vectoriels de E, donc l'inclusion, la première, est évidente. Il reste à démontrer la deuxième inclusion. Là, évidemment, c'est moins évident. Pourquoi c'est moins évident? Parce que pour démontrer l'inclusion, il faut démontrer que tout vecteur de E est un vecteur de A plus ker de phi. Et alors attention, j'ai vu en code là que c'était pas bien clair pour certains. Donc il faut démontrer que tout vecteur de E est un vecteur de A plus ker de phi, et être un vecteur de A plus ker de phi, ça veut dire qu'on peut décomposer l'élément là en somme d'un élément de A et d'un élément de ker de phi. C'est une somme, hein, c'est pas une intersection. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un vecteur f de E. E, c'est l'ensemble des applications de R dans R, donc f en fait est une application de R dans R. Et il faut démontrer qu'on est capable de décomposer petit f comme somme d'une application affine et d'une application qui est dans ker de phi. C'est ce que j'ai écrit d'ailleurs, il s'agit de décomposer f en somme d'une application affine et d'une application, d'une fonction de ker de phi. Alors, comment, ça c'est toujours une difficulté, hein, décomposer, parce qu'il faut prouver l'existence de la décomposition. Comment prouver l'existence de la décomposition? Existence qui, de plus, grâce à la somme directe, doit être unique. Eh bien, pour avoir l'existence, à nouveau, on va raisonner par analyse-synthèse. Par l'analyse, on va prouver que s'il y a une décomposition, alors elle est unique, et on aura la forme de la décomposition. Et après, on verra que la forme correspond bien à ce qu'on veut. Donc j'ai pris une application f de E, enfin toujours la même d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai réécrit soit, f est dans E, et donc on suppose qu'il existe une telle décomposition. Donc il existe une fonction g qui est affine, une fonction k qui est dans ker de phi, et telle que f égale g plus k. Alors si c'est ça, eh bien quelle est l'idée? L'idée c'est d'utiliser évidemment l'application phi, et l'application phi, c'est l'application qui a f associé f de 1 et f de 2. Donc comme en particulier k, k pour ker, hein, c'est plus simple à retenir comme ça, pour ça que j'ai appelé k. Donc k est dans ker de phi, ça veut dire que k de 1 c'est 0 et k de 2 c'est 0. Et donc comme k de 1 est nul, l'idée c'est de regarder f de 1. Et donc f de 1, comme f est égal à g plus k, c'est donc g de 1 plus k de 1, mais k de 1 est nul puisqu'il est dans le noyau, donc en fait f de 1 est égal à g de 1. Pour la même raison, k est dans le noyau, donc k de 2 dans le noyau de phi, donc k de 2 est nul, et donc f de 2, qui est égal à g de 2 plus k de 2, est égal à g de 2. Donc finalement, on a f de 1 égale g de 1, et f de 2 est égal à g de 2. Nous, ce qu'on veut prouver, hein, c'est la forme de g et la forme de k. Mais l'application G, elle n'est pas n'importe comment. Là, on vient de s'intéresser à K, maintenant on s'intéresse à G. L'application G, c'est une application affine. Donc, on peut écrire qu'il existe un petit a et un petit b, et G de x, enfin G associe à x plus b. Ok. Et maintenant, donc, l'idée c'est, comment est G? Pour avoir G, il faut donc connaître petit a et petit b. Alors, je termine l'explication, puis après je réponds aux questions. Et donc, pour connaître petit a et petit b... Oui. C'est juste, est-ce que Rodolphe il demande si vous pouvez l'accepter? Ah, pardon. D'accord, merci. Ok, non, pas de souci. Merci. Et
Ouais, ouais, acceptons Rodolphe, acceptons Rodolphe. Et donc, je disais que voilà, pour trouver l'application G, pour trouver l'application affine, il faut trouver le coefficient directeur et leur donner à l'origine, hein, le petit a et le petit b. Voilà. Et comment est-ce qu'on les a? Eh bien, à nouveau, on connaît G de 1, ça vaut F de 1, et on connaît G de 2, ça vaut F de 2. Donc, on va pouvoir exprimer petit a et petit b en fonction de f, puisque l'application G qu'on cherche, l'application affine G qu'on cherche, ça doit être une unique application pour l'application f. Donc elle doit dépendre de f, donc il faut bien exprimer les coefficients, le coefficient directeur petit a et leur donner à l'origine petit b en fonction des valeurs de l'application petit f. Et donc, ça y est, on trouve une unique solution pour G, vous voyez. Donc, une unique solution pour petit a, pour petit b. Et donc, on n'a pas le choix. La fonction G, c'est la fonction. Alors, c'est pas très joli, mais voilà, c'est une application affine. À x, on associe une constante fois x plus une autre constante. Constante qui dépend de petit f. Maintenant, si on connaît petit g, à nouveau, ça, c'est un réflexe à avoir, hein. On a f, on cherchait g, on cherchait k, une fois qu'on connaît g, comment avoir k? Et bien tout simplement, k c'est f moins g, il faut penser à ceci, et donc si k est égal à f moins g, bon c'est ce que j'ai réécrit ici, dans ce cas-là, f c'est donc g, g voilà, ça va jusque là, voilà, g plus, je vais peut-être le séparer en deux, voilà, ce sera plus clair comme ça, voilà, ici on a g, et puis ici on a k. Et donc K est égal à F moins G. Ah, j'ai encore Philippe qui est reparti, et qui revient. Okay. Voilà. L'unicité du système ici prouve qu'on a une unique application G qui convient. Si on a une unique application G et que du coup K est défini de façon unique en fonction de F et G, donc K et F sont uniques. Donc on a bien la décomposition ici. La première application, maintenant, une fois qu'on a l'unicité, on va vérifier l'existence. Alors j'ai pas écrit synthèse, c'est vrai. Donc la synthèse, elle commence ici. On a bien cette application-là qui est une fonction affine, ça c'est évident. Il reste à démontrer que l'application K, donc dans le gros encadré là, est bien dans le noyau de phi. Alors pour vérifier qu'elle est dans le noyau de phi, c'est ce que j'écris ici, eh bien on vérifie qu'elle s'annule en 1 et qu'elle s'annule en 0. Et donc j'ai regardé, on calcule la valeur en 1, on calcule la valeur en 2 de cette fonction, on trouve 0 à chaque fois, donc c'est bien une application qui est dans le noyau de phi. Et donc on a bien réussi à prouver l'existence de la décomposition. Alors Thomas, oui, tu as une question? Non, Thomas est reparti. Oui, je me demandais pourquoi en fait on faisait quand même une unicité et une existence. Vous m'entendez? Oui, oui. Je t'entends, je t'entends. Par contre là j'entends plus. Ok. Je me demandais pourquoi on faisait quand même une existence et une unicité sur... Alors comment on faisait une existence et une unicité sur... Et puis après j'ai pas entendu. Mince. J'entends pas. Est-ce que quelqu'un entend et peut reprendre sa question ou pas, s'il vous plaît? Non, mais on l'entend pas. Enfin, moi, je l'entends pas, il doit y avoir un problème de réseau. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux écrire ta question peut-être dans le chat si tu veux bien, même si c'est plus long. Sinon retente en même temps, mais je suis désolé, je t'entends pas complètement. Alors je vais essayer de répondre à ta question que j'ai pas bien entendu. Je vais essayer de deviner la question. Allez. Donc l'intérêt de l'existence et l'unicité, on commence comme toujours par l'unicité, parce que quand on démontre par analyse l'unicité, bon, on retrouve que la somme est directe, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que l'unicité, par analyse synthèse, quand on fait l'analyse, on prouve qu'il existe une unique forme possible pour petit f et petit g. Donc on suppose que, pour petit g et petit k. Donc on suppose que g et k existent, et en supposant que g et k existent, on dit s'il y a une fonction g affine et une fonction k qui est dans le Caire, alors on n'a pas le choix. G c'est la fonction qui est dans le premier encadré là, et puis k c'est la fonction qui est dans le deuxième encadré. Donc
ça nous donne la forme de la fonction g, donc de la forme de la fonction affine, et puis ça nous donne la forme de la fonction qui est dans le noyau. Et donc comme ça, on veut prouver nous l'existence d'une décomposition, et donc l'unicité nous dit, bah oui, s'il y a une décomposition, forcément la fonction g, c'est celle qui est écrite, et la fonction k, c'est l'autre aussi là. Donc comme ça nous donne la forme de la décomposition, donc la forme de G, la forme de K. Et après on vérifie que ces formes-là, c'est-à-dire cette expression de G, cette expression de K, répondent bien à la question. Alors maintenant je lis ta question, puis voir si j'ai bien répondu. Donc pourquoi on démontre quand même une existence et une unicité à l'application K, alors qu'on sait déjà que le noyau est restreint à l'application nulle? Ce qui démontre son existence. Alors, le noyau restreint à l'application nulle, attention, non, c'est le noyau de phi restreint à A. C'est pas le noyau de phi. Dans la question précédente, je pense que là il y a une petite confusion. Dans la question précédente, le noyau auquel on s'est intéressé, c'était le noyau de phi restreint à A. Donc l'application phi sur les applications affines, uniquement sur les applications affines, son noyau c'est le vecteur nul. Donc en fait, il n'y a que les applications affines pour lesquelles f de 1 et f de 2 égale 0, ça implique que f est nul. Mais sinon, si on considère toutes les applications de R dans R, il y a énormément d'applications qui sont nulles en 1, mais qui ne sont pas nulles. C'est bien ça que ça veut dire en fait. Un vecteur du noyau de phi, donc c'est une application de R dans R qui s'annule en 1 et qui s'annule en 2. Mais des applications qui s'annulent en 1 et qui s'annulent en 2, il y en a une infinité. Et non seulement une infinité, mais en fait, il y a énormément d'applications qui ne sont pas des applications nulles. Elles s'annulent en 2 points, ces applications, mais elles ne sont pas nulles partout. Il suffit de prendre déjà il y a les polynômes de degré 2 qui a x associe x-1, x-2 fois une constante quelconque. Tout cela s'annule en 1 et s'annule en 2. Pourtant, ils ne sont pas nuls. Voilà. Mais par contre, si on reste sur des applications affines, donc qui se représentent par des droites, bah ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que la droite elle passe par le point de coordonnées 1, 0 puisqu'elle s'annule en 1, et elle passe par le point de coordonnées 2, 0 parce qu'elle s'annule en 2. Donc là forcément une droite qui passe par ces deux points là c'est l'axe des abscisses, et donc l'axe des abscisses c'est la représentation de la fonction nulle. Donc sur les applications affines, oui il n'y a que la fonction nulle qui annule phi, mais si on sort des applications affines, des applications qui annulent phi, il y en a une infinité. Voilà, je pense que j'ai dû répondre à la question. Est-ce qu'il y a encore des questions sur l'exercice je bouge plus là. Est-ce qu'il y a encore des questions sur l'exercice 6 ou pas? Ok, donc pour l'exercice 7, alors f est un endomorphisme de E, donc une application linéaire de E dans E. Et donc c'est un grand classique, donc il faut démontrer que ker de f rond f égale ker de f, si et seulement si im de f inter ker de f est restreint au vecteur nul. Donc en un mot, ce qu'il faut démontrer, c'est une équivalence. Donc si c'est une équivalence, on va raisonner tranquillement, vu la tête de la question, par double implication. J'ai commencé par l'implication de la gauche vers la droite. Donc on suppose que ker de f rond f est égal à ker de f. On veut démontrer que ce qui est à droite est vrai. Ce qu'on veut démontrer à droite, c'est quoi? Eh bien, en un mot, c'est une égalité. Donc, il faut démontrer une égalité. Égalité d'ensemble, donc double inclusion. Évidemment, l'inclusion, le vecteur nul appartient à im de f et appartient à ker de f, est évidente, donc je ne l'ai même pas mise. On attaque directement, démontrer que im de f inter ker de f est inclus, donc est égal au vecteur nul. Donc, directement, j'ai pris un vecteur x qui était dans im de f inter ker de f. Si on prend un vecteur x qui est dans im de f inter ker de f, il faut faire les choses proprement, c'est pas très compliqué. On traduit, le vecteur x est dans im de f. Donc s'il est dans l'image, c'est qu'il a un antécédent que j'ai appelé x0, qui est dans E, et donc tel que x est égal à f de x0. Maintenant, x appartient à ker de f, donc on traduit aussi, ça veut dire que f de x est le vecteur nul. Et si f de x est le vecteur nul et que x est égal à f de x0, et bien l'idée c'est de regarder
donc f de x, c'est-à-dire f de x0. Mais f de x0, c'est f rond f de x0. Et donc f rond f de x0, d'après les hypothèses, c'est nul. On arrive bien à f rond f de x0 qui est nul. Maintenant, on a donc un x0 qui est dans ker de f rond f. Ça implique que x0 est dans ker de f. Donc ça implique que f de x0 est nul. Mais f de x0, c'est x. Donc x est bien le vecteur nul. Voilà. Et on a terminé dans ce sens-là. Dans l'autre sens, l'autre implication. Donc on suppose que ce qui est à droite est vrai, on veut démontrer ce qui est à gauche. Ce qui est à gauche, en un mot, c'est une égalité. Et donc pour démontrer l'égalité, on va donc démontrer ici une double inclusion. Alors, double inclusion entre ker de f rond f et ker de f. J'ai commencé par ce sens-ci, là. Alors vous allez voir que si on prend un vecteur x, tiens, j'ai pas mis de flèche là, j'ai oublié. Donc si le vecteur x est dans ker de f, alors f de x est nul. Et si on recompose par f, eh bien on aura f de x, ou f rond f de x. C'est donc f du vecteur nul, et f du vecteur nul, c'est le vecteur nul. Donc le vecteur x, pareil, il faudra que je mette une flèche, appartient à ker de f rond f. Alors vous voyez qu'on n'a pas utilisé l'hypothèse. Donc en fait le résultat qui est ici, c'est-à-dire le résultat ker de f inclus dans ker de f rond f, ça c'est un résultat très général sur les applications linéaires, c'est vrai pour n'importe quelle application linéaire, et il y a pas mal de problèmes qui tournent autour de ça d'ailleurs. Voilà. Alors maintenant l'autre inclusion, donc on va prendre un vecteur qui est dans ker de f rond f, et on va démontrer que ker de f rond f est inclus dans ker de f. Alors là, évidemment, il faudra utiliser l'hypothèse, parce que sinon, ça voudrait dire qu'elle sert à rien. Donc on prend un vecteur x dans ker de f rond f, je traduis ce que ça signifie que f rond f de x, c'est le vecteur nul, mais l'idée, là, c'est de décrire que le f de f rond, f rond f de x, c'est f de f de x. Et s'intéresser maintenant, non plus au vecteur x, mais au vecteur f de x. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant le vecteur f de x? Parce que f de x est le vecteur nul. Donc ça signifie que le vecteur f de x est envoyé sur le vecteur nul par f. Donc ça signifie que f de x est dans le noyau de f. Mais f de x, de toute façon, puisque c'est l'image d'un vecteur par f de x est aussi dans l'image de f. Et donc c'est grâce à f de x qu'on va conclure, parce que f de x, on vient de prouver que c'est un vecteur à la fois de l'image de f et à la fois du noyau de f. Donc pour pouvoir utiliser l'hypothèse, il fallait trouver un vecteur qui était à la fois dans l'image et dans le noyau de f. Et bien ce vecteur, c'est f de x. Donc comme f de x est dans l'image et dans le noyau, on utilise l'hypothèse qui dit donc que f de x est égal au vecteur nul, ce que j'ai écrit ici. Pardon, f de x est égal au vecteur nul. F de x égale au vecteur nul, ça signifie que x est dans le noyau de f. Et donc finalement, on a bien prouvé que le vecteur x qui était dans ker de f rond f était finalement dans ker de f. Donc on a bien ker de f rond f inclus dans ker de f. Voilà, il faut raisonner assez proprement, il n'y avait pas de grosse idée, mais pensez à regarder le vecteur f de x. C'est ça l'idée ici. Le petit 2, c'est un petit peu du même genre, mais un petit peu plus difficile quand même. Il faut démontrer que im de f rond f égale im de f, si et seulement si im de f plus ker de f est égal à e. Alors c'est un peu plus difficile parce que là, on a une addition d'espaces vectoriels, et donc c'est une notion qui est particulière aux espaces vectoriels, et comme je l'ai dit, il faut bien comprendre ce que ça signifie, hein, c'est vraiment central. Alors, première implication, donc on suppose que im de f rond f est égal à im de f, et on veut démontrer ce qui est ici à droite, et ce qui est à droite, c'est encore une égalité d'espace, donc on va la démontrer par une double inclusion. Alors l'inclusion, la première, elle est évidente, puisque l'image de f est un endomorphisme de E, donc f est défini, petit f est défini de E dans E, donc l'image de f est dans E, de même le ker de f est dans E, donc im de f plus ker de f est inclus dans E. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Dans l'autre sens, alors là évidemment c'est un peu plus difficile, on prend un vecteur x de E, et on veut démontrer que ce vecteur appartient à im de f plus ker de f.
Donc il faut démontrer qu'on est capable de décomposer le vecteur x de E comme somme d'un vecteur de im de f et d'un vecteur de ker de f. Et prouver l'existence de la décomposition, à nouveau, c'est quelque chose de difficile. Alors, la première idée qui vient, mais qui ne marche pas, c'est de se dire, bah oui, j'ai un vecteur x dans E, comment avoir un vecteur de im de f? Eh bien, je vais prendre f de x. F de x est dans im de f. Et donc, on peut écrire que x est égal à f de x plus x moins f de x. Et puis, on se dit, bah, avec un peu de chance, le x moins f de x est dans ker de f. Sauf que là, pas de chance, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'idée, c'est il faut utiliser l'hypothèse, en fait. Donc, on va utiliser l'hypothèse. Donc, on prend bien un vecteur x qui est dans E, on veut le décomposer. On regarde effectivement le vecteur f de x, il faudra que je mette aussi une petite flèche là. On regarde bien le vecteur f de x, il est effectivement dans im de f. Mais là, on utilise l'hypothèse, c'est que s'il est dans im de f, il est dans im de f rond f. Donc, f de x est dans l'image de f rond f. S'il est dans l'image de f rond f, on traduit ce que ça signifie, ça veut dire qu'il existe un antécédent que j'ai appelé x0, et donc ce vecteur f de x est donc égal à f rond f de x0. Alors, attention ici, il ne s'agit pas de barrer comme un collégien brutal les f et de dire donc x égale f de x0, hein, ça c'est n'importe quoi. Parce que si vous barrez proprement, mathématiquement et en toute rigueur mathématique, vous avez compris que les deux mots étaient liés. Ça veut dire que si on veut barrer, ça voudrait qu'il faut multiplier par f-1 à gauche, ou plutôt composer par f-1 à gauche. On ne peut composer par f-1 à gauche que si f-1 existe et que si f est bijective. Or, nulle part on suppose que f est bijective. Donc, on a juste f de x égale f moins f de x0, et puis c'est tout, il faut s'en contenter. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un nouveau vecteur x0, et l'idée, c'est d'utiliser ce vecteur x0 pour fabriquer la décomposition. Donc là, il y a une idée qui n'est pas évidente à avoir. Et donc la décomposition, c'est x égale f de x0. Alors là, f de x0, on est tranquille, il est bien dans l'image de petit f. Et plus x moins f de x0. Et ce qu'on espère, c'est que x moins f de x0 est dans le noyau de petit f. Alors, donc, c'est la seule chose à vérifier. Est-ce que x moins f de x0 est bien dans le noyau de petit f? Donc, pour ça, il faut calculer petit f, ce que j'ai fait en dessous, de x moins f de x0. Par linéarité de petit f, c'est petit f de x moins petit f rond petit f de x0. Et ça se simplifie bien, on trouve bien le vecteur nul. Donc, en fait, le deuxième vecteur que je vais encadrer ici, x moins f de x0 est bien un vecteur du noyau de petit f. Et donc on a bien réussi à décomposer ici x comme un vecteur de l'image, f de x0 est dans l'image de f, plus un vecteur du noyau. Donc on a bien réussi à prouver la décomposition. Voilà, ça c'était moins évident. Mais c'est un classique, hein, voilà, Donc on a bien grand E égale ker de f plus im de f, et puis on a démontré seulement la première implication, il reste la deuxième implication, donc maintenant on va supposer que ce qui est à droite est vrai, et on va démontrer que im de f rond f est égal à im de f. Donc on veut démontrer l'égalité d'ensemble ici, et donc on va raisonner à nouveau par double implication. Encore une fois, il y en a une qui va être plus évidente que l'autre. Donc la première implication, alors moi je vois encore l'écran, j'espère que vous la voyez aussi, que vous voyez encore. Donc la première implication c'est donc dans ce sens-ci, im de f rond f inclus dans im de f. Voilà, donc c'est plus facile. Donc on prend un vecteur y qui est dans im de f rond f. Qu'est-ce qu'on peut faire? On traduit. Il existe un antécédent. Si y est dans im de f rond f, c'est qu'il a un antécédent. Donc y s'écrit comme un f rond f de x. Est-ce que y est dans l'image de f? Pour que y soit dans l'image de f, il faut pouvoir écrire y comme f de quelqu'un. C'est assez simple. Y c'est f de f de x. Et donc comme y est égal à f de un certain vecteur qui est f de x,
y est bien dans l'image de f. Donc on a bien l'image de f rond f qui est incluse dans l'image de f. Alors, dans l'autre inclusion, on prend un vecteur y qui est dans l'image de f. Et vous voyez que la première inclusion n'a pas nécessité l'utilisation de l'hypothèse. Donc dans la deuxième inclusion, on va utiliser l'hypothèse. Alors l'hypothèse, c'est que im de f plus quart de f, c'est grand E. Voilà. Donc on prend un vecteur de im de f. S'il y a un vecteur, si y est dans im de f, on traduit. Ça veut dire, s'il est dans l'image, qu'il existe un antécédent. Donc il existe un vecteur x qui est dans E, tel que f de x égale y. Et donc là, l'idée, c'est maintenant qu'on a traduit les choses, c'est d'utiliser l'hypothèse. Grand E est somme directe. Donc, comme grand E est somme, non pas somme directe, pardon, grand E est somme de im de f plus quart de f. Donc, comme grand E est somme de im de f et quart de f, le vecteur x qui est dans grand E, on va pouvoir le décomposer en somme d'un vecteur de l'image et d'un vecteur du noyau. Voilà. Et donc cette décomposition, c'est x égale x1 plus x2. Bon, c'était voilà, c'est peut-être pas la meilleure notation de l'année, mais voilà. En tout cas, le x1 est dans l'image et le x2 est dans le noyau de f. Alors, x1 est dans l'image, on traduit à nouveau, parce que nous, on veut du f rond f à l'arrivée. Donc x1 est dans l'image de f, donc ça signifie que x1 a un antécédent, et donc x1 s'écrit comme un f de y1. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a? On a que notre vecteur y au départ. Y était égal à f de x. Donc y, si c'est f de x, c'est donc f de x1 plus x2. F de x1 plus x2 par linéarité de f, c'est f de x1 plus f de x2. Mais x2 était dans le noyau de f. Donc f de x2, c'est le vecteur nul. Il reste f de x1. Mais f de x1, comme x1, c'est f de y1, f de x1, c'est f rond f de y1. Et donc on a bien réussi à prouver que le y était f rond f, enfin était égal à f rond f d'un certain vecteur. Donc le y est bien dans l'image de f rond f. Et donc on a bien finalement l'autre inclusion, l'image de f est incluse dans l'image de f rond f. Donc on a bien l'égalité des deux espaces et donc on a bien démontré l'équivalence. Voilà, c'est un exercice avec des passages classiques pas très difficiles, et puis surtout la décomposition avec le f de x0 là qui elle est moins évidente. Il faut avoir l'idée ici. Des questions ou pas? Ou est-ce que c'est clair? Et est-ce qu'on peut attaquer le 8 ou pas? Monsieur, moi j'ai une question. Oui. Dans la deuxième implication et la première inclusion, quand on dit que y, juste à la fin, c'est égal à f de x. Donc y appartient... Non, en dessous comme ça. Ici? Ouais, dans la première implication. La première implication. La première ligne là. Ah oui, d'accord. Ici, là? Ouais, voilà, à la fin, Oui. quand on dit y égale f de x, donc Oui. y appartient à im de f. Oui. J'ai pas trop compris. Bah parce que en fait, y est égal à f de x, il faut considérer non pas le vecteur x, mais le vecteur f de x. Faut penser, voilà, f de x c'est un vecteur. Donc, si on l'appelle v, f de x, je vais remplacer f de x par v. Tiens, je prends mon petit stylo. Où est-ce qu'il est? Non, attendez. Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Je comprends pas. Attendez une seconde. Bon, je comprends plus. Normalement, je devrais avoir un stylo pour écrire. Bref. Bon, ici, voilà, tant pis. Voilà, faut remplacer. Voilà. Faut remplacer le f de x par ce truc en vert. Là. Ok? D'accord. Bah donc, le truc en vert est un vecteur. Donc y, c'est bien f d'un vecteur. Ok. Ah oui, comme c'est par l'application f, du coup ça appartient à im Voilà, de f. c'est ça. Ok. Ah ok, j'avais pas compris. Voilà, ça c'est ouais, régulièrement il y a ce genre de choses à faire. Quoi. Ouais. Autre question ou pas? Non? Est-ce qu'on peut... Il y a Oui. un truc que j'ai pas trop compris. Oui. C'était l'exercice 7, la première implication. C'est le. On a vecteur nul est égal à f de x est égal à f de x0.
Ok, mais ce que je comprends pas, c'est l'implication. En fait, f de x de 0 est égal à vecteur nul. Ouais, c'est ça. Là où je suis, là, c'est ça? Ouais, je comprends pas cette implication. Alors, cette implication, donc, c'est à ce moment-là qu'on utilise l'hypothèse. Donc, je l'encadre pour ceux qui ne voient pas très très bien. L'implication ici, elle vient de l'hypothèse. Si f rond f de x0 est égal au vecteur nul, Ouais. c'est que x0 est dans ker de f rond f. Ouais. S'il est dans ker de f rond f, voilà, je termine pour ceux qui n'ont pas bien compris, mais je crois que tu as compris. Si x0 est dans ker de f rond f, alors x0 est dans ker de f, et s'il est dans ker de f, c'est que f de x0 est nul. Ok. Ok. Merci. Autre question ou pas? Oui, j'avais une autre petite question sur la deuxième inclusion du 2 pour la première implication. Oui. Du coup, vous avez dit que la technique de f de x plus x moins f de x, donc ça fonctionnait pas. Oui. Mais du coup, j'arrive pas à voir la différence avec ce que vous avez fait avec le x0. Je vois pas la différence entre le x et le x0. Ouais, la différence en fait, c'est que si tu veux, alors c'est un petit peu comme si on repartait en arrière, parce que le x0 ici, c'est un vecteur, c'est une sorte d'antécédent, si tu veux, par f rond f. Un antécédent de f de x par f rond f. Oui, ok. Voilà. Et donc c'est ça qui fait que en fait on compose un petit peu plus. Donc je dirais comme on va chercher de façon imagée un antécédent un petit peu plus loin, puisque là ils font composer 2 fois par f pour trouver f de x. Alors que, bah ouais, comme je disais, f de x ne va pas, on peut pas, si on met f de x plus x moins f de x, ça fonctionne pas en fait, hein. Donc faut aller chercher un vecteur un petit peu plus loin, là, le x0, et justement, l'existence du x0 est assurée par l'hypothèse, quoi. Donc c'est l'hypothèse qui nous fournit l'existence d'un x0. Si on n'avait pas cette hypothèse-là, on serait coincé, quoi. D'accord, merci. Ouais, je pense vraiment dans l'exercice le passage le plus difficile, c'est non seulement penser à d'abord utiliser l'hypothèse, donc écrire cette égalité-là, f de x égale f rond f de x0, qui n'est pas... il faut juste comprendre que x et x0 ont la même image, l'un par f et l'autre par f rond f, et on peut pas simplifier plus que ça, et ça reste comme ça. Et en plus, le fait d'avoir x0, c'est grâce à lui qu'on fabrique la décomposition. Et plus précisément, c'est pas avec x0 qu'on fabrique la décomposition, mais avec f de x0. Alors voilà, il y a pas mal de petites difficultés là qui s'accumulent. Ouais. Mais bon, c'est. D'accord, merci. Ouais. Autre question ou pas? Non? Ok, je propose de commencer le 8 comme prévu. Tout le monde a cherché ou pas? Ou presque tout le monde. Personnellement, moi, j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Moi non plus. Toi non plus. Moi j'ai cherché mais j'ai pas réussi. Toi t'as cherché, t'as pas réussi. Ok. Ouais, j'ai pas réussi. Bon alors, on attend demain dans ces cas-là. Vous préférez attendre demain et puis je vous donne des indications. Ok, alors on avait fait un exercice comme ça. Alors vous dire où, je sais plus, mais je suis certain qu'on en a fait un et c'était en cours, dans une partie du cours. Donc forcément espace vectoriel ou je pense à la fin du cours des applications linéaires. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est à ce moment-là. Donc, quelle est l'idée ici? Il faut déterminer le projeté du vecteur x sur P parallèlement à D. Donc, on a un espace D, donc vous vérifierez que D est bien un espace vectoriel, vous regarderez, vous réfléchirez un peu à ça. P, donc le mieux, P, c'est de le voir comme un hyperplan. Ce sera plus simple. Et donc, comment faire pour déterminer le projeté d'un vecteur sur P parallèlement à D? Et bien pour ça, le vecteur x, donc il faut être capable de trouver sa décomposition
comme somme d'un vecteur de D et d'un vecteur de P. Une fois qu'on est capable de décomposer X comme somme d'un vecteur de D et d'un vecteur de P, alors dans ces cas-là, on va pouvoir très facilement déterminer son projeté sur P, parallèlement à D. Comment avoir son projeté sur D? Eh bien, tout simplement, il faut trouver une base de D. Et une base de D, elle est assez simple, là, je la donne ici, quoi. Voilà. Ah, il y a des gens qui viennent d'arriver. Une base de P, c'est pas très compliqué non plus. Et donc, la question, c'est, bah voilà, on a un vecteur X quelconque, de coordonnées X, Y, Z, un triplet, et quelle est sa décomposition dans P plus D. Et donc, comme le D, en fait, c'est une droite vectorielle engendrée par 1, 1, 1, et bien ça veut dire que ça, le vecteur, enfin je dis X là, mais c'est qui, hein, pour être un petit peu rigoureux, avec les lettres, et donc ça veut dire que sa décomposition qui, je l'ai écrite ici, je peux l'encadrer là, hop, voilà, sa décomposition, je l'encadre, donc qui est égal à x, y, z, si c'est un vecteur, on peut le décomposer comme somme d'un vecteur de D d'un vecteur de P, donc on vérifie d'abord que D, que D et P, hein, sont en somme directe, sont supplémentaires dans R3. Et donc la décomposition, bah, comme D est engendré par 1, 1, 1, la décomposition dans D, ce sera de la forme alpha, alpha, alpha. Alors forcément, la décomposition dans P, bah, puisque la somme du vecteur de P et du vecteur de D donne x, y, z, c'est que si pour la première coordonnée on a alpha dans D et qu'on doit trouver x pour qui, bah, c'est que c'est x moins alpha. Voilà, x moins alpha plus alpha va donner x. Donc en fait, on va avoir la décomposition ici dans P, mais cette décomposition dans P, bah, justement, si c'est dans P, elle doit vérifier 2 fois la première coordonnée plus la deuxième coordonnée est nulle. Donc on vérifie ça, et une fois qu'on a vérifié ça, eh bien on a après des conditions sur alpha, voilà, sur alpha. Et une fois qu'on a trouvé la valeur de alpha, la condition de alpha, donc c'est ce que j'ai trouvé ici, là, une fois qu'on a la condition de alpha tout en bas, et bien après, donc on va avoir la décomposition du vecteur x dans, comme somme d'un vecteur de P et d'un vecteur de D, c'est la décomposition que j'ai mise ici. Voilà. Une fois qu'on a la décomposition, c'est terminé. Voilà. C'est bon? Ça, c'est plus clair comme ça? Ou est-ce que je suis allé très rapidement Est-ce que vous voulez des indications ou non, mais j'avais mis, je crois, des indications. J'avais mis sur Slack des indications, hein, pour tous les exercices. Voilà. Oui. Voilà. Donc là, bah, par exemple, montrer que Phi est un projecteur. Comment est-ce qu'on reconnaît un projecteur? Qu'est-ce qu'il faut vérifier pour s'assurer qu'on a un projecteur? Il y a un Michoko virtuel à gagner, oui. Phi égale Phi, non? Que quand c'est restreint à P, c'est l'identité, et quand c'est restreint à D, c'est. Enfin, quand c'est restreint à l'espace, au premier espace, c'est l'identité, et l'autre, et celui parallèlement, c'est oui, alors, le 0. T'as raison, Noémie, mais sauf que pour ça, il faut connaître les espaces, quoi. Mais là, et donc, si on connaît les espaces, en fait, on va plutôt dire une projection sur tel espace parallèlement à tel autre. Mais là, on demande juste un projecteur. Oui, et j'ai entendu, je crois que c'est le Rodolphe. Phi est égal à Phi. Voilà, Phi est égal à Phi. Donc, il faut juste vérifier que Phi est égal à Phi. Et là, si Phi est égal à Phi, on a un projecteur, quoi. Après, ce que disait Noémie, c'est intéressant. Donc, j'ai calculé Phi, de calculer quart de Phi pour avoir l'espace parallèlement auquel on projette. Et puis j'ai dû calculer aussi im de phi et vérifier que quart de phi et im de phi étaient bien en somme directe. Et im de phi, c'est l'espace sur lequel on projette, quoi. Mais d'abord, pour vérifier qu'on a un projecteur, il faut regarder phi, quoi. Voilà. Ok, donc je vous laisse voilà, chercher ces exercices-là pour demain. Et puis sinon, à moins que vous ayez des questions sur l'exercice, et sinon je vous propose de passer au cours si vous avez des questions sur le cours. C'est comme vous voulez. Est-ce que si on commence à P, on a le droit d'écrire que la limite de la somme tend vers plus infini?
Alors attends, quelle somme exactement? Pour celle du bas. En fait, vous aviez dit hier, dans un cas, on n'avait pas le droit de faire tendre quand on commençait à P, et dans d'autres cas, on avait le droit, et du coup, là, je sais pas vraiment. Non, non, il n'y a pas de problème. Enfin, sur la somme qui est ici, par exemple, donc là, on est sur une suite, la suite des sommes partielles, donc on a une suite ici. Le fait de commencer à P ou à 0, ça ne change rien sur la convergence. C'est surtout ça sur lequel j'ai insisté hier. Je crois que c'est toi qui avais posé la question d'ailleurs. Donc le fait de commencer à P ou de commencer à 0 ou de commencer à 42, ça ne change absolument rien sur la convergence. Ça va changer à partir du moment, par contre, si il y a convergence, ça va changer quelque chose sur la valeur de la somme. Ce qui nous permet de revenir sur la question d'Ilona, où là, on a une égalité, la valeur de la somme c'est grand L, alors que juste en dessous, c'est une inégalité, puisque là, on change, on ne commence pas à 0, mais on commence à petit p. Voilà. Par contre, le fait de commencer à petit p ne change pas la convergence. S'il y a convergence en commençant à p, il y a convergence en commençant à 42, peu importe. Voilà. Donc étudier la convergence, on l'étudie en commençant là où on veut. Alors par contre, je ne suis pas bien sûr d'avoir compris ta question. Oui, non, mais c'est bon. Et c'était aussi pour la convergence. C'était la même question dans le cas de la divergence, pardon. Alors dans le cas de la divergence, si on a une inégalité comme ceci, ah oui d'accord, oui, c'est le deuxième point ici, la divergence c'est ici là. Donc à nouveau on a une inégalité entre deux sommes partielles. Et de toute façon, puisqu'on est sur des séries à termes positifs, les sommes partielles sont croissantes. Les sommes partielles dépendent de petit n ici. À nouveau, on peut commencer à 0, on peut commencer à petit p. Bon, j'ai commencé à 0, mais commencer à p, ça revient au même. Là, on s'intéresse à la convergence-divergence. Maintenant, ces deux sommes partielles qui dépendent de n, les deux là, des deux côtés de l'inégalité, elles dépendent de n, et donc, ce sont ces sommes partielles là qu'on étudie. On va regarder quand petit n tend vers plus l'infini. Et ces deux sommes partielles sont croissantes puisque les vk et les uk sont positifs. Donc si elles sont croissantes, comme on sait dans le deuxième point là, pour la divergence, que la série des UK diverge, ça signifie que la suite des sommes partielles, donc la somme de 0 ou 42 ou p, peu importe, à n, des UK, diverge quand petit n tend vers plus l'infini. Donc, la somme qui est à droite ici de l'inégalité diverge vers plus l'infini quand petit n tend vers plus l'infini. Et donc là, en fait, à gauche, on a une minoration par une somme divergente. Donc la somme à gauche diverge aussi quand petit n tend vers plus l'infini. C'est ce qui permet de prouver que la somme sigma des Vn diverge quand petit n tend vers plus l'infini. Ça va comme ça? D'accord, ouais, merci. Et sinon, c'était pour la définition 6 aussi, j'avais une autre question. Oui. Le grand thème, est-ce que c'est bien la borne sup de phi de n? Alors, définition 6. Alors, non, pas nécessairement du tout. En fait, quand tu prends la borne sup, c'est le plus petit des majorants. Et donc là, tu cherches effectivement le plus petit. Alors que là, c'est uniquement l'existence d'un majorant. On ne cherche pas forcément à prendre le plus petit. Donc là, ce qu'on dit pour le grand O, en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que à une constante multiplicative près, eh bien UN est majoré par Vn. Donc en fait, là, il faut voir ça comme Vn major UN, peut-être qu'il faut multiplier Vn par un certain nombre, par 2, par 3, par 100 000, peu importe, mais en tout cas, les UN en valeur absolue seront majorés par les Vn à donc effectivement une constante multiplicative, mais constante, qui est indépendante de n, près.
Voilà. On cherche pas forcément on cherche pas forcément le plus petit m possible. Alors quand on a le plus petit m possible, j'essaie de faire un dessin à nouveau. Je promets rien sur la qualité du dessin. Si vous voulez, pour une suite croissante, voilà, vous savez qu'on peut représenter en abscisse l'ensemble des antinaturels. Et donc, pour chaque antinaturel, donc on va avoir un point. Et là, je représente par exemple une suite croissante, voilà. Et donc les ordonnées, pour chaque n, on a l'ordonnée qui est un ou qui est vn. Eh bien, dire qu'on a une suite, si vous voulez, un qui est majorée par v fois vn, ça veut dire que si c'est notre suite ici un, eh bien ça veut dire qu'on va pouvoir la majorer en fait par donc la bornée si vous voulez. Alors peut-être que notre suite Vn, voilà, attendez, je vais changer de couleur. Voilà, peut-être que la suite Vn, ces valeurs là, c'est des points rouges, V0, V1, V2, V3, je suis à V6, V7, V8, V9, V10, etc. Voilà. Donc peut-être que là, j'ai Vn en rouge. Voilà. Mais en fait, la suite UN, si vous voulez, elle est croissante, mais elle ne peut pas être trop fortement croissante. Voilà, c'est ça un petit peu ce qui est intéressant. Donc on s'intéresse à la notion là est au voisinage de plus l'infini. Et donc les termes de la suite UN, peut-être que les termes de la suite UN sont plus petits et plus grands pardon, que les termes de la suite VN, mais si on multiplie VN par une certaine constante, ouais, j'ai perdu mon stylo là, si. Voilà. Non. Bon, voilà. Pardon. Si on multiplie les termes de la suite Vn, voilà, par une constante, et donc là on va avoir alors bon, j'ai mis une droite, hein, mais c'est des points, mais qui pourraient être ici, voilà. Donc tous les points qui sont ici sont des grands m fois des Vn. Voilà. Et donc, les termes de la suite UN sont majorés par une constante fois Vn. Donc ça signifie en fait que, assez typiquement, il n'y a pas que ce cas-là, mais dans le cas d'une suite croissante positive, par exemple UN, et dans le cas d'une suite croissante positive Vn, peut-être que, si on a la relation UN est un grand taux de Vn, peut-être que les UN sont quand même plus grands que les Vn, mais ça n'empêche que si on peut trouver une constante en multipliant les Vn et qui fait que la croissance des UN n'est pas supérieure à la croissance d'une constante fois les Vn. Voilà. Les UN ne vont pas dépasser les Vn. J'espère que j'étais à peu près clair. Pour trouver la constante, oui. En fait, on passe juste Vn sous UN. Oui, voilà. Ou alors, très typiquement, si on te demande de démontrer que UN est un grand taux de Vn, bah, tu vas calculer le quotient UN sur Vn. Comme à chaque fois pour les petits taux, hein, on revient au quotient. Et donc en fait, là, il faut démontrer que le quotient est majoré. C'est ça en fait. Hein. Si vous vous rappelez bien, pour démontrer que UN est un petit taux de Vn, on démontre que UN sur Vn tend vers 0. Ça c'est pour un petit taux. Bon, bah là, on n'est pas sur un petit taux. On veut démontrer que c'est un grand taux, eh bien on démontre que le quotient UN sur Vn, éventuellement en valeur absolue si tout le monde n'est pas positif, est majoré. En fait c'est ça. Hein. C'est très souvent en pratique, c'est le quotient doit être majoré, et ça équivaut à UN est un grand taux de Vn. Donc voilà. Ce sera le chemin à prendre pour montrer qu'on a un grand taux. En fait. Qu'on a un grand taux, c'est ça. À nouveau, on passe par le quotient. Donc le quotient tend vers 0, ça démontre qu'on a un petit taux. Le quotient tend vers 1, ça démontre qu'on a un équivalent. Et le quotient est majoré, ça démontre qu'on a un grand taux. D'accord, merci monsieur. Ouais. Zoé ? Oui, c'était pour savoir si vous pouviez revenir sur le deuxième point de la proposition 8. Le deuxième point, l'équivalent ici ? Oui, d'accord. Ah ouais, bah très bien, bah c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, si UN est équivalent à Vn, ça veut dire que le quotient tend vers 1, UN sur Vn tend vers 1. Ça va ?
Oui. Et si le quotient tend vers 1, bah, ça veut dire que un sur Vn est majoré. Puisque si, Ah, ok. s'il tend vers 1, par exemple, pour n assez grand, il sera plus petit que 2, le quotient. D'accord. Voilà. Et donc si un sur Vn est majoré, puisque un sur Vn tend vers 1, Vn sur un tend aussi vers 1, donc Vn sur un est majoré, donc Vn est aussi un grand taux de un. D'accord. Voilà, donc en fait, on raisonne à chaque fois avec les quotients. Alors, un esprit chagrin va dire oui, mais il ne faut pas que le UN ou que le VN s'annule. Bon, d'accord, ok, mais vous avez bien compris qu'en pratique, quand on travaille, on a quasiment, enfin, jamais des cas comme ça où la suite prend la valeur 0 de temps en temps, ce qui fait qu'on ne peut pas calculer le quotient, quoi. En pratique, on calcule le quotient, on travaille sur le quotient. Ouais. D'accord. Merci. T'en prie. Ilona, ouais. Et du coup, cette fois sur la proposition 7. Ouais. Pour si la série UN diverge, alors la somme UK est égale à plus l'infini. Est-ce que la réciproque est vraie ou pas? Ah oui, de toute façon, c'est une série à terme positif, donc il n'y a pas de problème en fait. Comme c'est une série à terme positif, la suite des sommes partielles que je vais encadrer ici. Donc là, c'est la suite qui dépend de grand N. Hein. La suite des sommes partielles est croissante, et donc comme toute suite est positive. Hein. C'est une suite à terme positif et croissante, et comme toute suite croissante, soit elle est majorée et elle converge, soit elle n'est pas majorée et elle diverge à plus l'infini. Donc il n'y a que deux cas possibles, quoi. Divergent équivaut à majoré et convergent équivaut à... pardon, divergent équivaut à non majoré et convergent équivaut à majoré. D'accord, merci.